Hello YouTube, ici Quelques sur la chaîne YouTube Rainbow et on est parti pour un épisode. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait plus d'un an que j'en ai pas fait sans compter leur série. On est sur un épisode d'à travers les cartes Yu-Gi-Oh! Et oui, mais c'est pas l'épisode que je voulais faire à la base, c'est un épisode un peu particulier parce que il fallait que j'en parle assez rapidement. Par ailleurs, avant de commencer la présentation en elle-même, vous pouvez constater, on est sur mon overlay, donc je suis en live. Cependant, comme j'aurai beaucoup à dire, qu'il y aura beaucoup de choses à faire, j'ai décidé de couper et les alertes follow et le chat. Donc du coup, vous ne verrez rien de tout ça. Juste ma cam en bas à droite et le diapo que je vais vous proposer parce que ça va être un format à travers les cartes style Sam Vostok. Le style Sam Vostok Millennium, pour ceux qui ne connaissent pas, une petite parenthèse vite fait, parce que j'aime bien beaucoup parler. C'est un streamer qui présentait souvent des lores sur World of Warcraft par des présentations PowerPoint en plein live avec ses diapos assez sympas et accompagnés. Bon là je suis tout seul, mais voilà, je vous propose un format diapo pour présenter quelque chose qui va sortir très bientôt chez nous. Je profite de la sortie de deck de structure Les Charmeux Spirituels pour vous présenter tout le lore qui est dessus. Alors avant de commencer, parce que j'en ai pas parlé à travers les cartes Yu-Gi-Oh! Et du coup je vais devoir en parler assez rapidement, qu'est-ce qu'un lore dans l'univers Yu-Gi-Oh! Donc un lore, en fait ce qui se passe c'est que les cartes ça sert pas que à faire joli. On sait déjà depuis la première saison avec Pegasus qu'il y a le royaume des monstres, les monstres ont leur mode de vie, qu'on peut les invoquer, etc. Et donc Konami a poussé un peu assez loin au niveau des cartes en fait. Et pour résumer un peu la situation, il y a certaines cartes, si vous les superposez les uns à la suite des autres, ça raconte une histoire. Donc ça présente les créatures et comment ils évoluent, comment ils gagnent en puissance, etc. Le lore que je vais vous présenter justement, il s'agit des charmeuses. Et pour clarifier un peu les choses, les charmeuses, c'est un lore qui date il y a quand même très très longtemps. Donc petite présentation sur les petites demoiselles. Sois gentil. Voilà. Donc, les charmeuses. Ce sont, pour résumer, alors déjà pour commencer, voilà, déjà je dis n'importe quoi, mais c'est les aléas du direct. Avant toute chose, donc elles sont apparues pour la première fois dans Millénaire Perdu. Millénaire Perdu, c'est un booster qui date depuis 2005. Ça rencontre en fait quelques petites demoiselles, comme vous pouvez le constater, accompagnées de leurs familiers. Donc elles étaient au nombre de 4 au départ. Et ces fameuses charmeuses ont une particularité de pouvoir prendre possession des monstres adverses. On notera qu'il y aura eu beaucoup d'extensions, qu'aujourd'hui d'ailleurs, on est toujours sur des changements encore. Elles sont quand même nimbées de mystère, ces petites demoiselles. Et du coup, aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a des cartes qui sortent encore, justement, les fameuses decks de structure qui présentent pas tout. Donc je précise qu'au moment où je tourne cette vidéo, le deck de structure n'est pas encore sorti, mais il y a de très fortes chances, j'en parlerai après, que après le deck de structure, il y a encore d'autres cartes qui vont pousser un peu plus le lore des charmeuses. Donc voilà, c'est des jeunes demoiselles de style collégienne lycéenne qui ont la particularité qu'ensemble elles se spécialisent dans la magie, généralement magie élémentaire. On aura le feu, la terre, le vent et l'eau pour être plus précis. J'ouvre une petite parenthèse comme quoi les charmeuses ont été dessinées et éditées par une certaine Akina Fujiwara. On va en parler bien plus tard, mais pour présenter un peu cette personne qui est une des rares qu'on peut savoir, parce que les éditeurs de cartes, généralement dans Yu-Gi-Oh! On les connaît pas trop, ils sont très mystérieux, etc. Mais je suis content d'avoir eu ce nom-là, parce que Akina Fujiwara, c'est une éditrice qui adore ce genre d'univers, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Pour dire ce qu'elle a fait aussi derrière, et pour bien montrer son style que vous avez peut-être retrouvé, nous avons parmi ces créations l'archétype Traptrix. Elle a aussi dessiné Dronelock Bird et elle a aussi dessiné Ghost Ogre, donc la première des Ghost Ogre. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent les Traptrix, vous voyez à peu près son style de dessin. C'est vraiment un style que j'apprécie quand même. C'est ultra détaillé avec des jeux de lumière incroyables.
Franchement, mais par contre, je pourrais pas vous présenter les tractrices parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Hein. Donc, il est temps de présenter ces petites demoiselles les unes après les autres. On va commencer de gauche à droite par l'ordre des filles, hein, pas des invocations. Ita, la charmeuse de feu. Donc, avec Ita, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir montrer quelques facettes caractéristiques de chacune d'entre elles. Donc, je ne vais pas prendre en compte les effets parce que sinon, ça aurait duré encore 3 heures de plus. Donc, première spécificité, leur style vestimentaire, c'est toujours la même. Une sorte de robe par le dessus, une double chemise vert par-dessous, encore une chemise blanche en dessous. Certaines sont en jupe, d'autres sont en pantacourt. Et ils ont toujours un sceptre lié à leur élément. Dernière spécificité pour chacune d'elles, elles ont des couleurs de cheveux équivalents à l'élément dans lequel elles y sont liées. Donc pour Ita, cheveux rouges, c'est marqué en plus charmeuse de feu. Dernière spécificité, comme j'ai dit, chacune des charmeuses possède un familier, qui est une de leurs premières invocations. C'est pas grand chose sur comment elles ont fonctionné entre elles, mais en tout cas, elle est toujours accompagnée de son fidèle renard de feu. Précision pour renard de feu, il faut savoir que les familiers, certains ont aussi des lores personnels, ça j'expliquerai quand j'aurai les infos dessus. Pour dire de renard de feu, c'est le seul monstre de base, donc le familier de début, qui sera un monstre à effet parmi toutes les charmeuses. Donc voilà pour Ita. Ensuite, nous avons... Voilà, déjà je me suis trompé dans l'ordre. Donc, nous avions eu la forme gamine, mais avec l'évolution et la puissance qui va augmenter, on finit par avoir la forme qu'ils disent forme cataclysmique. C'est un peu leur forme adulte quand ils ont enfin fini leur formation. Et petite précision sur ce style de carte qui est un peu moche, je trouve. C'est censé être la première création de ce qu'on devait avoir au niveau des charmeuses de leur ancien effet. Donc ils ont recyclé les prototypes pour donner lieu aux formes cataclysmiques. Je vais le dire, hein, comme je l'ai dit précédemment, elles sont très moches ces cartes-là. Franchement, je les aime pas trop. Mais enfin bref, vous voyez toujours qu'en forme adulte, le renard n'a pas trop bien grandi. Vous allez voir que ça a posé problème sur le lore et comment elles ont évolué. Parce que ces cartes-là sont difficiles à être acceptées par la communauté, hein, généralement. Donc voilà pour ce qui est de Ita. Vous noterez aussi, encore une fois, allez, encore une dernière parenthèse, il y a un cercle autour, ça c'est leur style aussi que je présenterai tout à l'heure, parce qu'elles manipulent en dehors de leur familier ce qu'ils appellent les arts spirituels. J'en parlerai en temps voulu. Ensuite, nous avons Ossa, la charmeuse de terre, accompagnée de son fidèle compagnon, la petite marmotte démoniaque. Donc marmotte démoniaque, bon, là on est vraiment sur des familiers qui datent depuis les tout débuts. Hein. On est quand même sur du légende du dragon blanc, etc. Le renard de feu un peu plus tard quand même. On notera pour Ossa qu'il y a quelque chose que je montrerai un peu plus en détail quand on les montrera. Le petit plumeau qu'il y a là. Chacune des charmeuses possède un petit plumeau de couleurs différentes équivalent à leur couleur de cheveux. En rapport aussi avec leurs éléments. Donc voilà, donc comme j'ai dit, le manteau, la petite chemise verte, une chemise blanche en dessous et parfois un pantacourt ou une jupe. Bon. Pour ce qui est de ça, dernière spécificité différente par rapport aux autres, elle porte des lunettes. Détail qui n'a pas trop son importance. Donc évidemment, comme toutes les autres que je vais présenter et celles que j'ai déjà vues, elle va évoluer, maîtriser son art spirituel pour devenir Ossa, la déclencheuse d'avalanche, toujours accompagnée par son familier. Franchement, je trouve que l'artwork est très moche, on dirait Harry Potter. Et je sens que c'est même pas Akina qui a dessiné ça. J'ai du mal à accepter que ce soit elle qui l'a dessiné. Mais bon, ça fait toujours plaisir et ça enrichit toujours le lore. Ensuite, nous avons Win, la charmeuse de vent, avec son fidèle compagnon, le petit dragon. Petit dragon, il me semble qu'on le voit apparaître dans la série principale. Je ne sais plus si c'est Rex Raptor qui l'invoque, mais je crois que j'ai dû le voir... mais je préfère pas trop dire de bêtises, donc on va se calmer là-dessus. Petite particularité personnelle de Win qui va avoir son importance plus tard, vous allez noter dans la poche de sa veste un petit lapin de couleur rose. Notez-le, mettez-le dans un coin de votre tête, on va en parler bien plus tard. Évidemment, elle aussi, elle va se spécialiser dans le vent et devenir Win la spectaculaire. Et là, franchement, des 4, c'est vraiment le plus moche. Comment on a pu faire un artwork aussi moche et l'accepter après derrière? Donc évidemment, la Win forme adulte comme toutes les autres, hein, forme cataclysmique.
Tout ça, tout ça. Et enfin, on a Eria, la charmeuse d'eau, et son fidèle compagnon, la gigobite. Donc, particularité pour le gigobite, déjà pour commencer, c'est le seul monstre de toutes les charmeuses qui est de niveau 1. Tous les autres étaient de niveau 2, si vous avez bien suivi. Gigobite... non, rien d'autre à dire pour l'instant dessus. Que je dise pas de bêtises, c'est pas dans l'ordre là. Donc elle aussi, comme toutes les autres, elle va grandir et devenir Eria, la déchaînée. Qui franchement, elle est pas moche celle-là quand même. Hein. Franchement, avec Ita, les artworks sont sympas, mais les deux autres, je l'accepte pas trop quand même. Hein. Donc Eria déchaînée, voilà, mode vénère, toujours maîtrise des arts spirituels, tout ça, tout ça. Voilà, donc parlons-en justement des arts spirituels. Donc nos chères petites filles se réunissent entre elles. Alors on ne sait pas comment elles se sont rencontrées. D'ailleurs, à ce sujet, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elles vivent, comment elles se sont rencontrées, et sur où est-ce qu'ils vivent. On ne sait pas du tout d'ailleurs si elles vivent justement dans notre monde à nous ou dans le monde des monstres. Il y a quand même quelques indices qui pousseraient de manière officielle qu'elles vivent dans le monde des monstres, dans un lore un peu particulier, mais ça, moi-même, j'ai du mal à l'accepter. J'en parlerai un peu plus tard. Donc moi, pour moi, je préfère mieux me dire dans ma tête que ce sont des gens comme vous et moi qui ont réussi un peu plus tard, après l'Égypte antique, à maîtriser l'invocation des monstres et de les matérialiser en chair et en os sans passer par des stèles ou des cartes. Voilà, bon, ça après c'est ma théorie, et de toute façon je vais parler des lores un peu plus tard. Donc déjà, première étape, nos chères demoiselles pratiquent ce qu'on appelle les arts spirituels. Les arts spirituels dans le jeu, ce sont des cartes pièges. Et donc chaque art spirituel correspond à un mot. Donc, Kurenai pour Ita, Kurogain pour Osa, Miyabi pour Win et Aoi pour Eria. Et pendant ces méditations et incantations, vous voyez qu'elles ne sont pas accompagnées de leurs familiers. Donc ça veut probablement dire que c'est pendant l'une de leurs premières méditations qu'ils ont invoqué leurs familiers. Mais là-dessus, on n'a aucune preuve dessus. Petite parenthèse à ce sujet, vous savez que elles sont 4, donc elles maîtrisent les 4 éléments. Le problème, c'est que dans Yu-Gi-Oh, on n'a pas 4 éléments, on a au total 7 attributs. Donc, on a justement le feu, l'eau, la terre et le vent, mais il nous manque aussi la lumière, les ténèbres et le divin. Bon, le divin, on peut le mettre de côté. Il ne nous reste plus que la lumière et les ténèbres. Et du coup, s'il y a de l'art spirituel pour ces 4 éléments-là, il devrait y avoir un art spirituel pour les 2 autres éléments. C'est alors qu'interviennent... c'est Willa. C'est Wina? Non, je ne sais plus. En tout cas, voilà. On a une petite... une jeune femme de lumière qui utilise l'art Ijiri. Et du côté ténèbres, on a... non, toujours pas. Ah ouais, l'art spirituel ténébreuse est un peu particulier, vous allez comprendre, je vais expliquer après pourquoi. D'ailleurs, on va déjà commencer par présenter cette nouvelle demoiselle qui a rejoint tout le groupe un peu plus tard dans le jeu. Donc Lina, voilà, j'ai cherché son nom. L'invocatrice de lumière et non pas charmeuse de lumière. Alors ça, c'est juste une petite erreur de traduction à la française qui a eu lieu un peu plus tard. Particularité de Lina, accompagnée de son jeune amoureux ou happy lover. Quelques petites choses à dire. Donc, comme j'ai dit, erreur de traduction, l'invocatrice de lumière au lieu de charmeuse. Parce que c'est la dernière qui est sortie. Elle est sortie dans Ténèbres scintillantes en 2010. En mai 2010. Donc, c'est vraiment récent. Et jeune amoureux, là j'en suis sûr à 100%, on l'a déjà vu à la saison 1, notamment Yami Bakura qui montre cette carte à Pegasus pour faire son petite épreuve de divination et pour lui expliquer, voilà, il lui spoil, hein, en sachant son secret que Pegasus faisait tout ça pour sa femme. Voilà, c'était le petit troll de jeune amoureux de Yami Bakura. Rien d'autre à dire dessus. Malheureusement, pour ce qui est d'elle, il n'y a pas de forme déchaînée, forme cataclysmique. Hein. Ça, c'est réservé aux 4 autres. Vous allez voir que elle et la 6e, parce que oui, la 6e, on l'a peut-être pas vue dans les arts spirituels, mais elle existe finalement. Il s'agit de Dark et de du dernier familier, Meda, la chauve-souris.
Alors pourquoi déjà, on va faire ça dans l'ordre, pourquoi Dark on la voit pas sur son art spirituel? Eh bien, tout simplement parce que dans notre timelapse à nous, pardon, la carte piège est sortie avant le monstre. Et oui, Dark est sortie un peu plus tôt quand même que Lina. Elle est sortie à la jeunesse du dueliste en septembre 2008. Alors que son art spirituel est sorti dans Ténèbres Fantômes. Donc j'ai pas mis la date. Donc, vous pouvez faire la comparaison de pourquoi pour l'instant elle n'était pas apparue. On notera du coup dans le lore que Dark n'aime pas trop se familiariser avec l'art spirituel. Ou sinon elle le fait, mais dans le plus grand secret. Qu'est-ce que je disais à propos de... Parce que j'étais en train de dire un truc et là j'ai présenté Dark. Bon, c'est pas très grave. Je m'en rappellerai là-dessus. Donc voilà pour ce qui est d'une des pratiques des charmeuses, à savoir l'art spirituel, donc l'art de méditer et de communier avec leurs éléments. Leur deuxième passe-temps qui vont permettre de perfectionner leurs arts, c'est le mode éveil des possédés ou familier possédé. Donc là, vous noterez, petite parenthèse sur celle-ci, qui n'est pas encore sortie chez nous. Donc tout à l'heure, il y avait, je crois, pour la partie art spirituel, il y avait encore une carte japonaise. Ouais, j'essaye de faire avec ce que je peux quand même. Donc il y a deux formes d'éveil des possédés. On a la forme classique et la forme fusion avec le monstre. Je présenterai les deux au fur et à mesure. De toute façon, ça va être exactement les mêmes monstres. Et donc là, on a de la chance. Les 6 pratiquent ce genre de pratique, quoi. Ah, c'est dur de trouver les mots en live. Et donc, on va commencer avec Ita, familier possédé, première version, qui est un peu plus vénère. Et son familier, qui a été boosté par son art spirituel, devient Inari Feu, un renard ultra badass. Et là, que ce soit pour les familiers possédés ou pour les familiers en eux-mêmes, ils ont quasiment, normalement tous, les mêmes points d'attaque et points de défense. La seule différence, je crois que c'est pour les familiers, ils n'ont pas tous le même effet. Et certains sont sortis assez récemment quand même. Donc voilà pour ce qui est d'Ita en familier possédé. Rien d'autre à dire par-dessus. Ensuite, on a Ossa et sa marmotte qui a bien changé. Franchement, il était tout mignon et maintenant il est devenu ultra moche. Et là, bonjour le nom. Infâme mangeur arc-démon de l'infamie. Donc voilà à quoi vous vous confrontez si vous cherchez un peu Ossa quand même. Ensuite, on a Win, familier possédé, la plus timide, et son fameux Ranryu. Et oui, quand même, la Ranryu, on est vraiment sur du ultra récent. Je crois que c'est le plus récent des 6 qui sont sortis. Et encore, je dis ça, mais vous allez voir qu'il y a un petit problème après. Ensuite, on a Eria, familier possédé, et là, on a son familier Gigabit. On avait un petit Gigabit, maintenant on a un Gigabit, qui est la réédition d'un monstre que vous connaissez tous, parce que là, c'était pas censé être Gigabit à la base, il s'appelait Gagagigo. Et la petite parenthèse, Gagagigo, il a un lore à lui tout seul aussi. Donc comment expliquer la situation sur Gagagigo? Dans le lore, Gagagigo, quand il était petit, avant d'être invoqué, avait plein d'amis de petits monstres. Et il a fini par commencer à grandir. Évidemment, pendant sa jeunesse, il a été invoqué par Eria. Cependant, Eria a été portée disparue et pendant tout le long où elle a été portée disparue, Gagagigo, il doit chercher à manger, il doit se démerder tout seul. Cependant, il va croiser dans ses aventures un certain Captain en maraude. Et donc, Captain en maraude, sa spécialité, lui aussi, il a tout un lore. Donc, il y a 2 timelapses au milieu des charmeuses entre le Captain en maraude et ses aventures et Gagagigo. Ils vont se rencontrer une fois, peut-être même 2 fois, je sais plus. Mais en tout cas, ils se rencontrent une fois, ils se fritent pendant très longtemps. Rajoutez à cela une fissure dimensionnelle au milieu du combat, et ça part tout de suite en couille. Voilà, donc ça, c'est juste une toute petite partie des lores de ces 2 protagonistes. Donc Gagagigo, quand il était adulte, j'ouvre la petite parenthèse en disant que Gagagigo, dans cette dimension, va muter, va évoluer en Gojiga Gagagigo et tout le compagnie. Mais là-dessus, j'ai déjà pas mal à parler des invocatrices et des charmeuses, aussi invocatrices. Et du coup, j'aurai pas le temps de parler et de Gagagigo et de Captain Maraude, sachant que c'est pas le seul lore que je vais présenter. Petite parenthèse aussi, le petit dragon était en compagnie de Gigobit quand il était petit déjà à la base, donc ils se connaissaient déjà. Mais là, vous tapez Gigobit sur le wiki, vous allez trouver toutes les étapes du lore de Gagagigo et du petit dragon.
Mais le petit dragon a un plus petit lore quand même. Les deux autres, j'ai pas trouvé vraiment de traces dessus. Allez, on revient, on part sur Lina normalement. Lina et Dark du coup, que j'ai mis tous les deux ensemble, c'est pas pour rien. Parce qu'on a peut-être les familiers possédés, mais pour Lina, on a un petit problème. Son Happy Lover ne vient pas Devil Lover de la mort. On est resté Happy Lover. Quant à Dark, son familier est devenu ultra moche chauve-souris de la mort. Cependant, on n'a pas de représentation monstre de ces deux-là. Donc on a juste la partie familier possédé. Lina, évidemment, est sortie bien après Dark, encore une fois. Et dernière parenthèse à propos de Dark, c'est la dernière carte qu'on verra d'elle. Bien que je vais en reparler vite fait vers la fin. Donc voilà pour ce qui est des familiers possédés. J'ouvre une petite parenthèse sur une autre version. Donc c'est exactement les mêmes cartes familiers possédés. Sauf que Dark et Lina, ils ont encore été délaissés, les pauvres. Et pour les versions alternatives qu'on aura sur le deck de structure, on a un truc un peu plus joli et magnifique. De nos chères 4 premières, hein, les plus connues, celles qui sont les plus riches dans le lore. Donc et là, ils sont complètement fusionnés avec leurs familiers. Moi, j'ai un petit fait quand même pour Ita avec le sorte de démon renard de Naruto. Parce que Win, quand même, les ailes de chauve-souris pour du vent, ça fait bizarre. Pourquoi pas l'esprit de Gigobit pour elle, et elle s'est dit non, je vais pas fusionner avec, je veux pas être poilu de partout, je veux juste voilà. Dans mon set, tu vas pas aller plus loin, d'accord? C'est pour dire, pauvre ça quand même. Et là, on voit clairement le petit plumeau derrière, marron, bleu, rouge ici et vert ici. J'insiste sur le plumeau. Hein. Mais nos chères charmeuses récemment ont été encore plus loin. Ils ont été en mode familier possédé, mais ils ont aussi le mode familier déchaîné. Et là, c'est carrément des dresseuses de Pokémon. Hein. Elles sont à fond dedans. Et donc, encore plus de power, encore plus de dégâts. Là, les familiers sont énormes. Ils défoncent tout sur leur passage. C'est vraiment des monstres destructeurs. Hein. On a commencé... c'est une version japonaise, donc c'est dur. Hein. La marmotte est complètement... Elle n'a plus qu'une aile. Et c'est genre une grosse lame qui défonce tout. Donc ça découpe des rochers, ça découpe le métal. On a carrément un démon renard. Hein. On est encore sur du Naruto pour Ita. On a un Ranryu géant qui défonce tout et un Gigobit qui déchaîne les tempêtes d'eau. Tempête de vent, tempête d'eau. Je me rattrape comme je peux. Donc voilà pour ce qui est des présentations de chacune d'elles pour le lore des charmeuses. Il y a encore 2-3 petits détails dessus, mais je l'expliquerai vers la fin. Maintenant qu'on s'est un peu familiarisé avec le lore des charmeuses, il est temps de vérifier un petit truc. Comme vous avez pu le constater précédemment, on avait Gigobit, donc Gigobit hein, maintenant, qui avait un lore extérieur à celle des charmeuses, et le but c'est de savoir si les charmeuses elles-mêmes sont liées avec d'autres lores, et si oui, si elles ont vécu des aventures. Bon, je vous le dis d'avance, il y a du oui, et il y a du non. Donc là, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, ça va être quasiment que des théories. Il n'y a plus de lore officiel. Un petit à la rigueur, mais je vais le raconter d'une manière où que ce soit totalement mensonger. Je le dirai pourquoi, parce que j'aime pas le lore qu'ils ont présenté dessus eux. Donc je préfère encore ma version. Rappelez-vous, dans ma théorie à moi, les charmeuses viennent de notre monde. C'est en ça que ça va poser quelques problèmes. Je vous montrerai les incohérences de toute façon dessus. Et donc là, logiquement, on va présenter cette fois chacune des charmeuses et vérifier leurs aventures personnelles en dehors de leurs aventures avec leurs copines. Et évidemment, je le mets dans l'ordre de celles auxquelles on a le plus d'infos jusqu'à celles auxquelles on a le moins d'infos. Et donc celle qui en a le plus, c'est évidemment Win, la charmeuse de vent. Avec une petite parenthèse pour commencer, Win, la canalisatrice de vent. Alors là-dessus, on ne sait strictement rien. Le mode canalisatrice, il n'y a pour l'instant que Win à ce jour qui possède cette forme. On attend d'ailleurs pour les prochaines extensions de savoir si les autres vont y avoir le droit. Et du coup, déjà, rien que pour elle, comment ça se fait que maintenant elle est en fringue et en blanc? Elle a toujours son petit lapin rose, mais cette fois derrière sur la capuche. Elle a un nouveau familier. Alors on ne sait rien du tout. C'est totalement incohérent avec ce qu'on savait déjà de Win.
mais on verra ce que ça va donner les autres. De toute façon, il va y avoir une autre carte charmeuse que je vais présenter tout à l'heure qui, pour l'instant, ça embrouille un peu leur lore officiel. Mais bon, Wynn, c'est pas seulement une invocatrice de familier, elle lui est arrivée, comme j'ai dit, une autre aventure. Donc, on rappelle, les charmeuses font de la méditation. Et du coup, Wynn, pendant qu'elle faisait sa petite incantation, reçoit un message. Elle voulait en fait être en communion avec des esprits spirituels pour l'aider à l'entraîner et renforcer son mental et sa communion avec son élément du vent. Il semble que ça a bien marché, ça a très bien marché, ça a même trop bien marché, parce que non seulement elle a reçu une réponse de quelqu'un, mais en plus de ça, elle a été totalement téléportée, emportée par les vents, dans un autre endroit. Complètement, c'est quasiment une téléportation par le vent. Elle s'est retrouvée dans un lieu qui s'appelle le Mist Valley. Et du coup, elle se retrouve toute bête, totalement dans l'inconnu, et va faire la connaissance, comme vous pouvez le constater, d'un archétype qu'on connaît, les Gustos. Et donc les Gustos, c'est une sorte de clan, tribu, qui sont affiliés avec la nature, et qui ont quelques pouvoirs mystérieux en ce qui concerne le vent. Donc du coup, tant mieux pour elle. Il semblerait qu'elle va vivre quelques aventures, elle va devoir vivre selon leur mode de vie, elle va s'exercer sur les liens spirituels liés au vent et devenir justement une des leurs. Donc Winda, la prêtresse Gusto. Elle va se perfectionner, il va lui arriver plein d'aventures, elle va même grandir et devenir adulte jusqu'à devenir en stade de Winda, dompteuse, avatar, bête spirituelle. Évidemment, c'est pas que les bisounours et tout ça, hein, on va pas s'exercer pour rien. Évidemment, c'est un très gros lore, et qui dit aventure dit aussi une petite mésaventure avec les Infernoïdes. Donc les Infernoïdes, pour présenter ce qui se passe dans leur univers, ils ont tout... Ils ont attaqué, ils ont envahi, ils ont tout défoncé, et ils ont emprisonné Wynn, qui s'appelle Winda, dans ce lore. Elle fut enfermée, et quelqu'un qui est enfermé dans une capsule, c'est rien de mieux pour le mal, pour la corrompre. Et du coup, elle a été transformée en Shadoll. Donc voilà, quand vous voyez les Infernoïdes dans les lores, généralement ça finit en Shadoll. Mais bon, je préfère ouvrir une parenthèse, je ne maîtrise pas à 100% le lore en question, qui est le lore duel terminal, qui est un lore extrêmement long. Il me faudrait 5-10 heures pour raconter toute l'histoire. Et déjà, les charmeux, c'est déjà assez hardcore. Donc désolé d'avance si j'ai dit du caca. Donc voilà pour ce qui est de Winda. Une fois qu'elle aura fini, normalement, elle va rejoindre les autres et devenir l'adulte qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on a Eria, la charmeuse d'eau. Elle, pareil, comme je l'ai dit dans le lore de Gagagigo, Eria va disparaître. Il est temps d'expliquer pourquoi. Alors elle, comme vous pouvez le constater, elle aime bien être au fond de l'eau. Excusez-moi, je vais juste boire un peu et je vais reprendre ce que je vais dire. Excusez-moi, les aléas du live. Donc, je reprends. Eria, comme vous pouvez le constater, elle, avec l'eau, elle adore se baigner, elle adore se balader. Elle est capable de respirer sous l'eau, tout ça. Elle est capable d'ailleurs, de plonger en tout cas beaucoup en profondeur. Et du coup, un jour, elle tombe nez à nez sur un étrange objet au fond de l'eau. Un miroir que j'appelle les miroirs d'eau. Ça s'appelle de manière officielle les miroirs magiques. Moi, je préfère appeler ça les miroirs d'eau. Et donc les miroirs d'eau, pour ceux qui connaissent le lore, on a déjà vu ce genre de miroir précédemment. Et c'était dans le lore des Ice Barrières. Les Ice Barrières, on va en reparler dans peu de temps. Donc justement, Eria va entrer en contact grâce à ce miroir d'eau sur une autre tribu. Alors, difficile de savoir si elle a été aspirée dans le miroir, si grâce à ce miroir, elle peut voir quelque chose qu'elle n'a pas vu, mais en tout cas, elle a fini par entrer en contact avec une autre civilisation, mais cette fois un peu plus liée par les eaux, qui s'appelle les Gishki, et donc, comme pour Wynn, elle va apprendre de ces techniques. Elle va utiliser déjà le miroir d'eau, puisque c'est magique, tout ça est lié à l'eau. Elle va l'utiliser comme catalyseur de son sceptre. Elle va changer tout le design de son sceptre. Et donc va devenir Ariel Gishki.
Petit à petit, elle va se familiariser avec les Gishki qui ont une sacrée spécialité, c'est de faire des rituels. Donc on est vraiment sur des archétypes rituels, et elle va perfectionner toutes ces techniques avec son miroir, et va aussi apprendre petit à petit que ces miroirs ont leur origine des ice barrières, et du coup va entrer vraiment en contact avec la magie qui s'en résulte, et va fusionner tout ça pour donner naissance, pas que elle, avec la tribu Gishki, aux nécroses. Et voilà pourquoi les dragons Ice Barrier ont une forme plutôt humanoïde en forme nécrose. C'est elle qui est un peu responsable par les rites qu'ils pratiquent. Parce que leur but, si je ne me trompe pas chez les Gishki, je vais peut-être dire des bêtises, c'est de se transformer généralement. Et donc en jouant sur la transformation et la fusion avec les formes draconiques des Asbaria, elles ont donné naissance à un peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment des hybrides. Au début, ça fait très Lovecraft du côté Gishki. Et après, ça finit par être des trucs ultra magnifiques. Franchement, les Necros, c'est pas des artworks très moches. Évidemment, Aria, ou Ariel si vous préférez, va subir aussi une petite mésaventure avec les Infernoïdes, et donc Necros. Shadow, pardon. Putain, j'ai fait la même connerie aux répétitions. Donc non. Donc mes aventures Infernoïdes, donc Shadow. Vous noterez au passage que les Shadows ont eu beaucoup de mal à la corrompre, elle. Parce qu'on n'a pas sa forme en fusion. On voit que les Shadows profitent qu'elle est enfermée dans une capsule. Et là, c'est vraiment du main Shadow par Constrix, si j'ai bien compris. Mais bon, je préfère pas dire trop de bêtises. Voilà. Maintenant que j'ai dit tout ça, je préfère vous le dire clair et net. Tout ce que j'ai dit, c'est faux. C'est bidon. Parce que c'est ma version personnelle et c'est la version qui n'est pas officielle. Pourquoi ? Parce que on va revenir sur Winda. Rappelez-vous de Win précédemment, d'ailleurs. On va reprendre Win. Win, dans la poche de sa veste, elle a un lapin qui est tout rose. Le problème, c'est que Winda, elle a un lapin qui est tout jaune. D'ailleurs, on la voit beaucoup mieux ici. Voilà, ce petit détail de couleur fait que ma théorie tombe à l'eau. Juste ça. Oui, je ne plaisante pas. Deuxième point négatif aussi, c'est que j'ai mis les cartes quand même un peu dans le désordre. Parce que le petit symbole qui est là, elle ne l'avait pas logiquement. Si elle appelle et qu'elle est chez elle, elle ne peut pas avoir l'emblème des Gustos. Juste que je m'en suis servi pour présenter le fait qu'elle faisait son truc. Mais voilà, comme je l'ai dit, à cause d'un simple lapin de couleurs différentes, ma théorie tombe à l'eau. Et maintenant, il est temps d'exposer la vraie, celle qui est officielle, quoi, le lore officiel, qui a été approuvé dans le duel terminal, justement, guide officiel. Il semblerait que Winda, attention, c'est la grande sœur de Win. Ouais. Ah, c'est trop bien. Et j'ai vraiment du mal à l'accepter, ça. Alors évidemment, Winda, grande sœur de Win, ils ont un père qui s'appelle Windar, je crois, si je me plante pas, qui fait partie aussi des Gustos. Mais voilà, il y a tellement d'incohérences sur cette version, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, pour commencer, je vous l'ai dit précédemment, les charmeuses ont une sorte de signature entre elles. Ce petit plumeau là. Et il se trouve que Winda possède ce fameux plumeau derrière elle. Et vous pouvez regarder quasiment tous les Gustos, aucun d'entre eux n'a exactement le même plumeau de la même couleur. Il y a un cas particulier, c'est... Je vais chercher son nom, je l'ai marqué. C'est... Qui c'est qui l'a justement? Je vais expliquer aussi pourquoi, parce que j'ai aussi ma version et de quoi défendre ma théorie. Ah, c'est Pi quelque chose. Désolé. Je fais tellement bien les trucs. J'ai pas marqué Piscilla. Pilika, voilà. Merde. Je l'avais entouré en plus. Voilà, il n'y a que Pilika qui possède exactement le même plumeau. Et moi, je peux expliquer pourquoi elle a le même plumeau et pas les autres. C'est que, en fait, Winda, si vous faites attention quand elle est sous sa forme bête spirituelle, elle n'a plus son plumeau. Donc ça veut dire qu'elle l'a probablement offert à Pilika, en signe d'amitié ou autre chose, je sais pas, mais en tout cas,
Voilà, moi au moins j'ai une preuve du pourquoi son plumeau a disparu, alors que dans le truc officiel, ben, que dalle. Deuxième incohérence, c'est la grande sœur de Wynne. Alors pourquoi ils ont exactement le même sceptre? C'est le même putain de sceptre, le même. Et vous pouvez regarder les autres, pour Windar par exemple, il n'a pas le même sceptre. Donc je comprends. Alors peut-être que ce sont des sœurs jumelles et qu'elle est un petit peu plus vieille, et du coup ils ont mis le même bâton, mais c'est peut-être un peu exagéré quand même. Hein. Même dragon, même pierre, les ailes derrière. Dragon, pierre, ailes derrière. Je suis désolé, pour moi c'est exactement le même bâton. Donc voilà. Voilà, la seule incohérence que j'ai, c'est surtout la couleur du lapin. Mais je peux avoir une explication aussi pour le lapin. Regardez. Alors il y a différentes théories que je peux donner là-dessus. La première, c'est que pendant son contact, il y a des gros éclairs jaunes, donc ça a peut-être touché un petit peu son lapin rose qui est devenu jaune. Bon, c'est un peu exagéré. Deuxième explication. Moi, ma théorie, ils viennent du monde extérieur, donc de notre monde à nous. Ça veut dire que le lapin a peut-être un petit pouvoir calamique qui fait que, en fonction du monde auquel elle change de couleur. Donc rose dans notre monde, jaune dans le monde des monstres. Mais bon, ça c'est aussi un peu exagéré, hein, je suis d'accord avec vous. Mais bon, dernier point que je peux donner, on peut avoir Ita qui a peut-être accidentellement cramé son lapin et en a fait un autre. Mais bon, là on n'a rien du tout, on ne voit pas le lapin sur cette carte. En tout cas, elle va l'accompagner tout le long, alors que Wynne, évidemment, a toujours son lapin rose. Ça, il n'y a pas de problème dessus. Alors ça, c'était pour Wynne. Donc Wynne, version officielle, grande sœur. Version Bibi, téléportation, tout ça. Moi, je trouve que ça a plus de la gueule. Après, c'est à vous de voir dans les commentaires si vous préférez la version officielle, parce que, voilà, c'est officiel, donc il faut l'accepter. Hein, ou si vous préférez ma version, qui a l'air un peu plus sympathique. Mais bon, on reste sur des théories. Maintenant, pour Eria. Parce que moi, j'ai donné la version, elle s'est téléportée, tout ça. Alors, quelle est la relation entre Eria et Ariel, en vrai? Eh bien, attention, révélation. Il n'y en a pas! Aucun, rien, que dalle, nada! Aucune relation entre Ariel et Eria. Eria ne possède pas de sœur. Tout ce qui est marqué, c'est... Elle ressemble beaucoup à Eria. Effectivement, elle ressemble beaucoup à Eria. Et là, encore une fois, on a cette incohérence comme tout à l'heure. Eria a un plumeau bleu. Ariel a un plumeau bleu derrière elle. Et là, vous aurez beau dire ce que vous voulez. Par rapport au Gusto, où il y avait Pilika qui avait le même plumeau, et, allez, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y avait aussi Wendy. Wendy-O, je crois qu'elle s'appelle, ou Wendigo. Pas perdu le nom. Elle aussi, elle a une sorte de plumeau, mais elle est énorme et blanche derrière elle. Bon, après, est-ce que ça fait l'effet de lumière? Je sais pas. Mais pour les Gishki, j'ai beau regarder toutes les cartes, aucun Gishki ne possède le même plumeau. Le même. Aucun. Donc je suis désolé, mais là, c'est un peu gros. Bon, comme j'ai dit, voilà, aucune ressemblance alors qu'elle possède le même plumeau que les charmeuses. Ça commence à faire un peu lourd, hein, je trouve. Donc là, évidemment, en écrose, on voit pas bien si elle a encore son plumeau. Ah, peut-être sur la tête, là. Elle l'a mis sur la tête. En tout cas, elle a grandi. Bon, voilà. À vous de voir si vous préférez l'un ou l'autre. Évidemment, l'officiel, normalement, doit être plus accepté que le mien, hein, évidemment. Je dis juste ça comme ça. Mais bon, voilà. Là, jusque-là, on avait une version personnelle, une version officielle. Et bien à partir de maintenant, toutes les autres, c'est que des théories Bibi. Il n'y a aucun lore officiel pour toutes les autres. Donc, moi, j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien en inventer, donc j'ai fait mes recherches. Et donc, on va commencer avec Ossa. Ah non, Ossa, non. Non. J'aurais peut-être pu la mettre en dernière, celle-là. Que dire à propos de ça? En fait, que ce soit dans le truc officiel sur le wiki ou dans mes recherches personnelles, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Que dalle. Zéro indice. Zéro truc qui pourrait ressembler à quelque chose. Enfin, si. Il y aurait un truc. Ça. Mais attention. Que ce soit... alors là, c'est le lore officiel. Le lore officiel ne met en vrai aucun lien entre Calcifida, croûté cataclysmique et Ossa. Je vais expliquer pourquoi. En fait, il faut prendre en compte que les monstres qu'on appelle les monstres cataclysmiques, qui est en rapport avec leur forme cataclysmique précédemment, hein, c'est déjà le premier point commun, mais pas officiel.
ces monstres-là sont sortis exactement en même temps qu'une autre version des charmeuses. Il n'y en a eu que 4. Donc eau, feu, vent et terre. Il n'y a pas encore lumière, il n'y a pas encore ténèbres. Je vais présenter leur forme alternative plus tard au niveau des charmeuses, mais sachez que c'est le seul point commun entre ça et elles. Leurs versions alternatives sont apparues le même jour que eux. C'est tout. Et si j'avais pas ça, en fait, j'avais rien du tout sur elles. Hein. J'étais juste histoire de vous dire qu'il y a des trucs là-dessus. Je vous présenterai leur forme alternative à la fin. Ensuite, on a Ita, la charmeuse de feu. Donc là, c'est pour de vrai. Konami n'a pas de version officielle, il n'y a pas de lore dessus. Donc moi, je fais mes recherches et notamment, c'est là que Akina Fujiwara va beaucoup contribuer à mes recherches. Puisqu'il suffit de regarder ses créations pour trouver quelques similitudes avec d'autres cartes. Et donc, j'ai essayé de faire la comparaison avec chacune d'elles. Sauf que ça, pour moi-même, non, il n'y a rien de vrai. Hein. J'arrive pas à trouver une carte qui lui ressemble. En rapport avec la Terre, en tout cas. Pour Ita, le monstre-feu d'Akina qui ressemble beaucoup, c'est le lutin du brasier. Un petit coup de cœur personnel dessus. Et là, du coup, pourquoi? Alors, pas mal d'indices font que, pour moi, c'est ce qui pourrait représenter l'enfance d'Ita, même si c'est pas officiel. Je rappelle, je vais répéter une dernière fois. Là, tout ce que je vais vous raconter, c'est que des théories de Bibi, personnelles. Donc, à vous de voir si vous voulez le prendre en compte ou pas. Donc voilà, donc dans mes théories, lutin du brasier, enfance d'Ita, et il y a pas mal d'indices dessus. Premièrement, couleur de cheveux, pareil, regard enfant, regard genre garçon manqué, un peu plus souriant parce que ça fait très jeune, là un peu plus crise d'ado, check. Les vêtements, style vert, on voit pas mais il y a du vert en dessous, normalement elle. Je vous montrerai une version où on voit bien qu'elle a une chemise verte. Check. Les chaussures, elle a des bottes. Si vous avez vu dans les versions familles possédées, je crois qu'on voit ses chaussures, c'est des bottes. Bon. Et le plus gros indice dans tout ça, c'est que vous ne le saviez peut-être pas, mais Ita est gauchère. Elle tient toujours son sceptre de la main gauche, sur toutes les cartes. Et le lutin du brasier aussi. Alors par exemple, rien que là, si vous faites attention, on a l'impression qu'elle tient son sceptre des deux mains et plus de la main droite, mais en fait sa main droite elle est juste là. Donc voilà, donc tous ces indices. Et dernier indice, j'ai oublié, le bouquin. Si vous avez vu l'artwork précédemment, on a des bouquins quasiment similaires. Le problème, c'est que là, on voit pas bien les dos. C'est ça qui est dommage, mais j'imagine que c'est la bibliothèque qu'on a vue au tout début de la présentation. Et ça expliquerait pourquoi elle fait un petit peu la tête quand ses copines sont en train de regarder les bouquins. Parce qu'elle a l'air de bien se faire plaisir, là. Mais voilà, c'est un petit trip personnel là-dessus. Donc voilà pour ce qui est de Ita. Ensuite, on a Lina, justement, la petite dernière, la plus jeune. Ita, l'invocatrice de lumière. Là encore, aussi, il y a un petit lore officiel dessus. Comment dire? Dans le lore officiel, en fait, c'est parce qu'elle est sortie dans un duel terminal en même temps que les Villons. Et il le compare généralement avec Villon Oméga. Pourquoi? Parce que peut-être dans son sceptre, il y a un truc Oméga. Enfin, sinon, il n'y a aucun indice, hein, aucun rapport, que dalle. Il n'y a pas la preuve comme quoi « Lina est en contact avec les Villons ». Et du coup, en fait, chacune d'elles, dans le lore officiel, viennent justement du lore, parce que les Villons sont aussi liés avec les Gishki et avec les Gusto, chacun dans leur coin. Et du coup, les 6, elles ont quasiment fugué, hein, soyons très clairs. J'ai oublié de préciser pour Win, je suis désolé. Si elle a rejoint ses copines, c'est qu'en fait, elle déteste sa famille. Elle a complètement fugué quand elle était gamine. J'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Je me rattrape dessus, mais c'est pour vous dire. Donc, Winda se retrouve toute seule. Win se casse carrément dans une cabane avec d'autres filles qui ont dû fuguer elles aussi, dont probablement Arya, qui devait être, alors qu'il n'y a aucun rapport, petite sœur de Ariel. Ita, j'imagine que c'est parce qu'il y a quand même des Gishki qui ont les cheveux rouges, ou peut-être les Lava l'a fugué. Lina a fugué les Villons, alors que les Villons c'est plus des machines qu'autre chose. Enfin, voilà, j'ai toujours du mal à accepter le lore. Donc généralement pour Win dans la version officielle c'est appartenait à la famille Gusto, a fugué. Et Winda est sa grande sœur. Point. Fini. On n'en sait pas plus. Mais enfin voilà, bon, Lina, comme j'ai dit, il n'y a rien de vraiment officiel, aucun indice supplémentaire, mis à part le duel terminal avec les Villons, et notamment Omega.
Sauf que moi, j'ai fait mes recherches aussi, et donc, intervention Akina, elle a sorti une carte qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle Mila, la magicienne temporelle. Bon. Bah là, c'est déjà beaucoup plus ressemblant, hein, j'ai envie de dire. On reconnaît toujours le style d'Akina, hein, même si les deux cartes n'ont jamais été officiellement liées. Pour ma part, ça reste ma théorie. Essayons de comparer, essayons de comparer les similitudes. Alors on a couleur de cheveux blanc, une petite mèche rebelle, le regard un peu croissant de lune, elle a un sourire, elle a un fait un peu plus adulte, regard croissant de lune. Elle a une ceinture en forme de croix, elle utilise un sceptre de lumière avec un petit truc, là elle est un peu plus poussée parce que ça fait adulte. Et pour finir, elle a deux petites poils blanches sur les côtés qu'on retrouve ici et là. Voilà. Voilà, je fais mes recherches. Mais malheureusement, pour moi, c'est que des théories. Hein. Il n'y a rien d'officiel dessus. Konami n'a jamais approuvé le fait que Mila n'est autre que Lina. Donc pour l'instant, théorie. On notera aussi par ailleurs que pour Mila, on ne voit plus le Happy Lover. On ne sait pas non plus pourquoi elle a ça autour du cou, pourquoi elle a des pierres jaunes. On peut peut-être se dire qu'elle était très copine avec Ossa, mais sans plus, quoi. Et enfin, on a Dark, la charmeuse des ténèbres. Alors celle-là, elle a vraiment rien, même pour moi. Il y a juste peut-être. Et là encore, intervention Akina. Un petit sorcier du crépuscule à la rigueur, mais là, franchement, même moi, j'ai du mal. Hein, donc, j'essaye de comparer les similitudes. Donc, sorcier du crépuscule et Dark, normalement, n'ont aucun lien entre eux. Mais au niveau similitude, on a vêtements dégueulasses déchirés, Elle a des chauves-souris, il a des chauves-souris. Elle a un bâton avec une tête d'oiseau, il a un faux avec une tête d'oiseau qui recrache sa lame. On a le socle, enfin presque le socle avec une petite pierre. Il a le socle de sa faux avec une petite pierre. Point, c'est tout. Mais j'en dis pas plus. Hein. Donc, c'est pas la même personne, mais on peut dire qu'elle a appartenu, ou ils ont un lien de parenté tous les deux, ou quelque chose. J'en profite que Sorcier du Crépuscule soit affiché pour noter un petit trip de Akina Fujiwara. Pour ceux qui veulent regarder les travaux, que j'invite quand même à vous les regarder, ça c'est vraiment son trip. Hein. Vous avez vu toutes les cartes que j'ai présentées, à part les Traptrix. Elle adore tout ce qui est magicien, ermite, avec un manteau, une robe et tout, peut-être même une cape et capuche. Le côté, voilà, le truc ancien, presque la Dofus, plus réaliste et plus sale, avec des oreilles parfois pour beaucoup de ces personnages. C'est du grand Akina, il n'y a rien à dire dessus. Donc voilà pour ce qui est de mes théories, des présentations des lores sur chacune d'elles. Il y a encore une petite dernière chose à présenter, c'est qu'elles possèdent une version alternative qui sont les liens. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc là, c'est flagrant, on a une robe verte, enfin une chemise verte, par-dessus une chemise blanche. Donc la couleur des chemises. Je reprends, hein, j'aime bien insister dessus. On a toujours l'effet avec les plumeaux sur leur côté gauche de couleur. Par contre, ce qui a vraiment changé, c'est les familiers, dont on ne sait pas ce qu'elles représentent. Hein. Ça, c'est Mystère et Boule de Gomme. Petite parenthèse, regardez, elle tient son sceptre de la main gauche. C'est bien, vous avez suivi. J'ai 48 minutes quand même. Vous avez bien suivi. Donc voilà, on a pour l'instant que Ita, Ossa, et justement les monstres cataclysmiques qui vont avec sont sortis avec ces cartes-là. Voilà. Pour en revenir sur le lien dessus. On a évidemment Win et Eria, mais on n'a pas, là encore, les versions Lumière et Ténèbres. Ils sont complètement délaissés, ces deux-là. Évidemment, là encore, des familles totalement différentes, et Win n'est pas habillée tout en blanche en mode canalisatrice. Est-ce que, d'ailleurs, pour canalisatrice, c'est quand elle fait ce genre de pratique, en fait, tous les vêtements deviennent blancs. On verra quand il y aura les autres canalisatrices qui vont sortir. Petit dernier point, parenthèse, presque rien à foutre. Ita est toujours en mode chemise ouverte. Ouais, ça c'est le genre de détail que j'aurais peut-être pas dû en parler, mais voilà, c'est le petit détail autre. Et franchement, ça c'est vraiment la mystérieuse. Je sais même pas si c'est un homme, mais logiquement c'est une fille. Voilà, c'est sur cette carte japonaise qui va bientôt sortir chez nous. On voit nos 4 chères charmeuses en train de faire des cercles liés entre elles. Je pense que c'est ce qui va lancer justement les formes canalisatrices. C'est sur cette carte-là que je vais arrêter cette longue présentation.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs des commentaires si vous voulez exposer aussi vos théories, si j'ai oublié quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des choses où j'ai peut-être dit de la merde, hein. N'hésitez pas à le dire nous aussi en commentaire. N'hésitez pas à mettre aussi un débat sur quoi que ce soit, je serai ravi de vous répondre. En tout cas, moi, je suis bien content d'avoir fait cette présentation. Je rappelle que les charmes spirituels vont sortir logiquement le 22 octobre 2020, donc en fin de mois. Sauf que révélation débile, la version nord-américaine sortira un peu plus tard. Elle a été reportée au mois de novembre. Et actuellement, en Europe, on ne sait pas si ces cartes vont sortir à cette date ou si elles ont été aussi reportées. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je ferai d'autres séances de ce genre et des séances peut-être un peu plus montées quand j'en aurai le temps. Tout ça. Sur ce, moi je vous dis, tchuss les gens.